Super. Alors maintenant que l'enregistrement est débuté, on va pouvoir débuter l'atelier. Le titre de l'atelier aujourd'hui, c'est La création d'une relation pédagogique en contexte de mise à distance de la formation, stratégie pédagogique et numérique. Et je débute sans plus tarder aussi en vous présentant nos deux conférencières. Aujourd'hui, c'est le 2 pour 1. On a Julie Monette, qui est étudiante au 3e cycle à l'UQAM en pédagogie du numérique. Son sujet de maîtrise en éducation portait sur la formation en ligne et l'étude de l'être humain. Sa recherche visait à déterminer quelles sont les meilleures stratégies pédagogiques et numériques qui favorisent la création d'une relation pédagogique à distance. Ces 3 dernières années ont été consacrées à la recherche en gestion de l'innovation pédagogique en collaboration avec France Gravel et son équipe de recherche. Elle est actuellement auxiliaire d'enseignement et assistante de recherche à l'UQAM pour plusieurs cours dans la faculté d'éducation offerts à distance ou en mode hybride. Alors, un petit bonjour comme ça, rapide à Julie. Bonjour, Julie. Bonjour. Et je vous présente aussi France Gravel qui est avec nous, qui est professeur-chercheur titulaire au département d'éducation et de pédagogie de l'Université du Québec à Montréal. Spécialiste en gestion de l'éducation et nouvelle gouvernance, elle s'intéresse également aux questions relatives à la gestion de l'implantation du numérique, de l'enseignement en ligne et hybride, de la gestion de l'enseignement supérieur ainsi qu'au bien-être des membres de la direction d'établissement d'enseignement. Depuis 2018, elle collabore avec le ministère de l'Éducation du Québec afin de favoriser le développement du leadership pédago-numérique des directions d'établissement d'enseignement et des gestionnaires scolaires. Elle a récemment développé une formation autoportante intitulée Gestion et leadership pédago-numérique. Alors, bonjour aussi, France. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être avec nous également. Donc, sans plus tarder, j'arrête de parler. Puis, je vous laisse la parole à toi, France, et à Julie. Vous pouvez partager. Ah, je vois que c'est fait. Donc, voilà, c'est votre tour. Donc, bonjour à tous. On voit bien mon écran? Juste vérifier. Oui? OK. Donc, on m'a déjà présenté, mais je m'appelle Julie Monette et je suis présentement aspirante au doctorat, assistante de recherche et auxiliaire en enseignement. Aujourd'hui, je vous présente pour la première fois les résultats de mon mémoire qui porte sur la création pédagogique en contexte de mise à distance de la formation, stratégie pédago-numérique surtout. Je vais présenter également d'autres résultats qui ont découlé de la recherche. Ma recherche a été faite sous la direction de Mme France Gravel. Donc, aujourd'hui, je vous introduis le sujet, je parle un peu de ma problématique. Je passe rapidement sur le cadre théorique et la méthodologie parce que ce qui nous intéresse davantage, c'est les résultats et la discussion. Il y aura une période de questions, mais vous pouvez à tout moment mettre vos questions dans le clavardage. Je ne les verrai pas, je pense, présentement, mais je vais pouvoir répondre par la suite. Voilà, pour le plan de match. Donc, en introduction, ma recension des écrits et mon métier de conseillère pédagogique m'a amené à réaliser que la plus grande barrière pour les enseignants de donner des cours en ligne ou d'offrir de la formation à distance, c'était souvent l'absence ou le faible lien relationnel qu'il y a à distance. Donc, je voulais m'intéresser à ce sujet-là pour voir c'est quoi les défis, les résistances, les attitudes et les postures des enseignants face à ça et surtout aller dans la manière positive d'aller voir les stratégies qui ont été mises en place pédagogiques et numériques à ce niveau-là. C'est sûr que pour moi, la COVID-19, ça a été positif. Donc, c'est rare qu'on dise ça, mais comme ma recherche avait débuté en 2019, j'ai attendu qu'il y ait 2 ou 3 semestres en ligne de la COVID pour avoir plus de répondants et plus d'enseignants qui ont fait l'expérience de l'enseignement en ligne. Donc, voilà. Donc, ça a été positif. J'ai eu plus de répondants que prévu. Donc, au niveau de la problématique, on sait que présentement, il y a un écart entre le monde des jeunes et la société en général. Pour cela, le gouvernement a mis en place le plan d'action du numérique en 2018 qui offre un cadre de référence aux établissements d'enseignement et permet notamment d'améliorer la compétence numérique des étudiants, du personnel et de la société en général. Donc, les technologies, on peut dire, répondent à un besoin de personnalisation de l'enseignement, d'adaptation aux besoins variés et grandissants de la population étudiante. Donc, on a vu dans les dernières années de nombreuses modalités d'enseignement et d'outils qui font leurs entrées sans les passer en revue. On peut parler du comodal, de l'hybride, de la formation à distance, en ligne, etc. Et ce qui semble la problématique ou l'enjeu, c'est le changement de paradigme que ça entraîne pour l'enseignant. En fait, on sait qu'à distance, il faut donner une plus grande place à l'étudiant, valoriser son autonomie, devenir davantage formateur, guide que transmetteur de savoir. Donc, c'est vraiment cet élément-là que je me suis intéressée.
Donc, au niveau du cadre théorique, c'est un consensus dans la littérature que la relation pédagogique, le modèle de Houssay, en fait, est bien établi dans la littérature scientifique comme étant un bon modèle pour représenter la relation pédagogique. Donc, pour lui, c'est l'ensemble des rapports sociaux qui s'établissent entre l'éducateur et ceux qui l'éduquent pour aller vers des objectifs éducatifs dans une structure institutionnelle donnée. Donc, dans le triangle, on retrouve la relation didactique, la relation d'apprentissage et la relation pédagogique entre l'enseignant et l'apprenant. Au niveau de la formation à distance, il n'y a pas vraiment de modèle en tant que tel, mais il y a quand même plusieurs remises en cause du triangle qui ont été proposées. Je passe rapidement en revue. On a d'abord Faber qui a proposé un 4e pôle au triangle, donc ça ne serait plus un triangle, mais qui s'appelle le groupe. Donc, le groupe ferait référence à l'éparpillement géographique des étudiants, donc les interactions qu'ils ont entre eux sans la personne chargée de les encadrer. Par la suite, on a Lombard qui a proposé de rajouter un dispositif cyberprof. Donc, pour lui, le dispositif cyberprof ferait référence à tous les choix technologiques et les stratégies pédagogiques faites par l'enseignant. Et finalement, on a Gell-Mann qui, lui, a créé le triangle didactique. Donc, il a emboîté le pas à Didier Pacquelin et a proposé, en fait, que les technologies deviennent un axe central parce que, selon lui, tous les savoirs, les interactions évoluent à travers les technologies. Comme je l'ai mentionné, c'est bien établi qu'il y a un changement de rôle à distance. Donc, on doit donner une place centrale à l'étudiant, valoriser son autonomie, dépasser le modèle traditionnel. Ce qui a vraiment, dans mon cas théorique, changé un peu ma perspective de tout ça, en fait, amené mon sujet. C'est une étude de Blandin un peu psychanalytique que j'ai trouvée très intéressante, qui s'intéressait en fait à savoir qu'est-ce qui manque à distance pour que la relation soit aussi bonne qu'en présentiel. Donc, il a d'abord regardé les sens. Il a regardé la vue en premier, observé dans les études, est-ce que la vue manque à distance? Est-ce que c'est ça le principal enjeu? Mais pour lui, ce qu'il en est venu à dire, c'est que les personnes non-voyantes et malvoyantes avaient plus de facilité, en fait, dans une formation à distance, puisqu'il y avait des outils technologiques qui pouvaient compenser la vue. Même chose pour l'audition. Donc, pour lui, ça favorise, en fait, l'asynchrone peut favoriser les gens qui auraient des problèmes d'audition. Par contre, au niveau du sentir, ce qu'on pourrait mettre dans le sens du toucher, mais on ne parle pas de toucher, on parle vraiment de ressentir. Il semble que les étudiants éprouvent vraiment un besoin de percevoir ce qui émane de l'autre, de déchiffrer les signes non-verbaux qui pourraient exprimer les aspects cachés de la personnalité. Donc, c'est comme si l'humain avait besoin de vérifier la cohérence des comportements, des paroles avec le langage du corps. Donc, ça semblerait être le manquement que la relation pédagogique à distance pourrait avoir. C'est surtout en contexte latin. Au niveau anglo-saxon, ce n'est pas quelque chose que les étudiants ont décrit comme étant un besoin. Donc, c'est vraiment en contexte latin. On peut y mettre l'hypothèse que les individus latins aiment plus le toucher, parler avec les mains. Donc c'est vraiment la congruence de tout ça qui semble être la lacune de la relation pédagogique à distance. Donc, ça, c'est un des éléments qui m'a vraiment marqué et qui a amené mon sujet de recherche. Donc, au niveau des concepts retenus pour la recherche, j'en ai 3. Ils viennent de Cosmopoulos en 1999. Donc, oui, c'est assez vieux comme référence, mais la plupart des nouvelles études reprennent sensiblement les mêmes concepts pour parler de la relation pédagogique. Donc, on a d'abord le climat d'apprentissage, qui fait référence à la capacité des étudiants à être à l'aise dans une classe, à être disposés à apprendre, à avoir des techniques d'ouverture, de métacognition, par exemple. Par la suite, le deuxième concept, c'est la présence de l'enseignant ou de l'enseignante. On ne parle pas ici de la présence physique, on parle vraiment d'un enseignant qui est véritablement présent, donc c'est-à-dire qui permet l'émergence des motivations des élèves, qui les aide à se définir comme personne, à s'accepter, à progresser. Et finalement, on a la qualité relationnelle, qui peut se diviser en 3 sous-thèmes. On parle de l'omniprésence, l'éducativité et l'authenticité. Donc, le premier, l'omniprésence, ça fait référence à l'idée d'être en constante aisance dans ses interventions. L'éducativité est en fait reliée au comportement du pédagogue attendu. Donc, on s'attend à ce qu'un pédagogue soit ni trop distant, ni trop en fusion avec ses étudiants. Et finalement, l'authenticité fait référence au fait que la relation a des motifs sincères et non des motifs suspects ou nocifs.
Au niveau des critères d'une bonne relation pédagogique à distance, encore une fois, il y a plusieurs études qui sont intéressées à ça. Pour mon mémoire, j'ai choisi le modèle de Gaetan et McEwen. Je prononce sûrement pas bien leur nom, mais voilà. Donc, pour les 5 critères qu'ils avaient retenus, on parle de maintenir une communication ouverte et fréquente, s'assurer que les cours en ligne possèdent un contenu aussi rigoureux que ceux enseignés sous la forme traditionnelle, utiliser une variété de méthodes d'enseignement, créer une bonne cohésion de groupe en étant présent dans les espaces de discussion en temps réel et exposer clairement les attentes pédagogiques, soit en montrant des exemples, par exemple, de travaux ou de modèles de participation. Donc, voilà. Au niveau de la méthodologie, rapidement, ma recherche est mixte. Donc, il y avait des données qualitatives et quantitatives. Elle découle de l'expérience des participants. Pour la sélection des participants, les répondants devaient avoir 3 années d'expérience minimalement en enseignement postsecondaire, donc collégial universitaire, et 2 semestres en formation en ligne et à distance. Comme je l'ai dit, pour moi, ça a été positif. Il y a eu quand même 92 répondants à ma recherche, puisque en 2021, lorsque j'ai fait ma cueillette de données, 2022, excusez-moi, presque tous les enseignants du Québec avaient déjà donné des cours en ligne, donc c'était positif pour moi. Donc, parmi les 92 répondants, 5 ont participé à une entrevue semi-dirigée. Ce sont les participants qui ont accepté de lever l'anonymat et parmi ceux-là, j'en ai choisi 5 qui avaient des postes différents. Donc, j'ai essayé d'avoir une variété au niveau des postes. Et le traitement des données a été fait par Lime Survey et NVivo. Donc, la partie maintenant qui nous intéresse, c'est les résultats. En fait, les résultats, je vais vous montrer surtout les résultats en lien avec les stratégies pédago-numériques qui ont été recueillies, excusez-moi. Mais j'ai également fait un petit peu d'analyse au niveau des données personnelles pour voir s'il y avait certains facteurs qui pouvaient affecter la satisfaction à la relation pédagogique. Ces résultats-là, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est vraiment des observations qui ont découlé des résultats, mais ce n'est pas des corrélations. Donc, il faudrait plus d'études approfondies là, pour démontrer s'il y a vraiment un lien. Mais ça peut être intéressant à regarder. Donc, au niveau des stratégies pédagogiques pour favoriser un climat de classe positif en classe virtuelle. Les 3 stratégies, en fait, je vais toujours vous dire les 3 principales. Comme vous allez avoir la présentation et l'enregistrement, vous pourrez regarder plus attentivement. Mais on parle d'utiliser l'humour, qui est à 90% quand même utilisé par les répondants, mettre en place des consignes claires et favoriser des discussions constructives. Au niveau des défis, on a, par rapport au climat de classe également, on a validé avec les étudiants l'acceptation des consignes. Donc, diagnostiquer les connaissances préalables des étudiants et des étudiantes et sonder les intérêts des étudiants et des étudiantes. Donc, on peut voir que les défis principaux en lien avec le climat de classe sont surtout au fait de connaître les étudiants dès le départ, de connaître qui ils sont comme individus. Ici, ce sont les stratégies. Il y en a eu plusieurs qui ont été nommées, soit par les entretiens, soit par les questions ouvertes au questionnaire. J'en ai choisi quelques-unes. Encore une fois, je ne vais pas toutes les lire, mais je vais en lire quelques-unes juste pour que vous sachiez et vous pouvez les regarder plus attentivement. Donc, on parle de prendre des 5 minutes avant et après le cours comme stratégie. Demander souvent comment ils vont et s'ouvrir soi-même sur comment on va. Utiliser la classe inversée. Utiliser les canaux Teams, par exemple, pour favoriser le travail d'équipe et les interactions. Utiliser l'humour. Laisser plus de temps et d'opportunités aux étudiants plus réservés pour écrire dans le clavardage. Favoriser les discussions ouvertes, partager des exemples, des anecdotes. Imposer le respect et établir des limites claires pour éviter le dérapage. Donc, voilà pour le climat de classe. Par la suite, pour faire ressentir la présence, donc, se montrer empathique, offrir des disponibilités en dehors des heures de classe et se montrer rassurant étaient les 3 principales stratégies utilisées par les enseignants. On peut penser que se montrer rassurant est peut-être en lien avec le contexte pandémique. Je pense que c'est quand même important au niveau pédagogique de se montrer rassurant, mais c'était peut-être un petit peu biaisé par le contexte. Au niveau des défis, on a connaître les motivations des étudiants et des étudiantes, apprendre le nom de tous les étudiants et les étudiantes et varier les manières d'offrir de la rétroaction. Donc, encore une fois, les défis semblent être en lien avec le fait de connaître les étudiants en ligne, à distance. Les stratégies en lien avec la présence, on parle d'offrir davantage d'heures de disponibilité et répondre plus rapidement en ligne qu'en présentiel, mais quand même établir des limites quant au délai des réponses. On parle de rappeler aux étudiants que c'est un safe space de venir voir l'enseignant en ligne et beaucoup mentionnent l'importance de rencontrer les étudiants virtuellement, individuellement, plutôt que de répondre à leur courriel.
ou de répondre par une rencontre en ligne, tisser des liens de confiance, s'intéresser à leur vie, se mettre en position presque égalitaire, plutôt en posture de guide plutôt que d'autorité, insister pour que les étudiants ouvrent leur caméra minimalement à 3 moments dans le cours, donc pour dire bonjour, pour dire au revoir et chaque fois qu'ils interviennent, envoyer plus de communication et de rappels, privilégier les contacts directs, oui, ça je l'ai dit. Donc voilà pour les stratégies en lien avec la présence. Au niveau des stratégies pédagogiques pour assurer une bonne qualité relationnelle entre les étudiants et l'enseignant dans les classes virtuelles, les 3 principales sont d'être transparent, d'encourager les échanges sincères et de mettre en place des limites et des balises claires. Les défis sont assez similaires, en fait. C'est encourager les échanges sincères, c'est une stratégie très utilisée, mais également un défi. Planifier les interventions importantes et également, on revoit mettre en place des limites et des balises claires comme étant un défi. Au niveau des stratégies en lien avec la qualité relationnelle, on a d'apprendre les prénoms de tout le monde, d'utiliser l'activité boomerang, donc poser une question à un étudiant qui doit en poser à un autre, etc. Prendre souvent le pouls de la classe, avoir une politique personnelle de non-jugement, rappeler aux étudiants l'importance de dire bonjour et de commencer leur message en disant bonjour et faire de même. Donc ça, c'était une stratégie un peu de rappeler la courtoisie en ligne. Poser beaucoup de questions ouvertes, se montrer vulnérable, faire le plus de blagues possible. Certaines personnes ont également dit, sans rentrer dans la bulle des enseignants, possible de commenter le décor chez certains. Donc, je pense qu'il faut être quand même à l'aise, mais ça peut arriver. Modifier son fond d'écran à chaque cours pour susciter une discussion. Obliger l'ouverture de la caméra en rencontre one-on-one. Donc, il y a des petits mots en anglais, mais j'ai repris vraiment les stratégies mot pour mot des enseignants. Donc, ça, c'est la deuxième partie des résultats. Donc, comme je vous disais, j'ai analysé les données personnelles que j'avais recueillies en lien avec la satisfaction de la relation pédagogique en ligne. Donc, en fonction de l'âge, ici, on peut voir que les personnes qui sont les plus satisfaits sont les enseignants qui se situent dans la tranche 41 à 50 ans, excusez-moi. Et ceux qui le sont le moins sont dans la tranche de 61 ans et plus. Encore une fois, étant donné que je n'ai pas beaucoup de données, ce n'est pas vraiment une corrélation qu'on peut faire, mais on peut imaginer que plus on avance en âge, moins on est à l'aise avec la technologie, quoique je ne suis pas certaine que c'est nécessairement bien démontré, là, donc je ne vais pas faire d'hypothèse là-dessus. Au niveau du dernier diplôme obtenu, on peut voir que les personnes qui sont le plus satisfaites de leur relation pédagogique sont souvent dans la catégorie doctorat ou maîtrise. Et ceux qui sont le moins satisfaits sont dans la catégorie diplôme d'études spécialisées ou baccalauréat. Donc, on peut penser possiblement que plus on a d'études, plus on est à l'aise avec la relation pédagogique à distance. Ici, au niveau du poste occupé, encore une fois, ici, il n'y a vraiment pas beaucoup d'enseignants qui étaient à l'université dans mon étude. Donc, ce n'est vraiment pas une corrélation qu'on peut faire, mais on peut quand même voir que les chargés de cours à l'université et les professeurs à temps plein à l'université ne sont jamais insatisfaits de leur relation pédagogique. Mais encore une fois, il y a beaucoup plus de professeurs à temps plein au collégial dans mon étude. Donc, mais on peut quand même penser qu'à l'université, les enseignants seraient plus satisfaits de leur relation pédagogique. Et dans mes commentaires de l'étude, j'ai pu voir plusieurs fois qu'à l'université, il y a des auxiliaires de cours comme moi, donc les enseignants ont généralement plus de temps sur l'aspect pédagogique ou la relation et moins à gérer l'aspect technique. Au niveau du nombre d'années d'expérience, c'est la même corrélation qu'avec l'âge. On peut voir que les gens qui ont peu d'années d'expérience sont souvent très satisfaits. Donc, c'est quand même positif. Ça veut dire qu'en début de carrière, on est optimiste face à notre relation pédagogique. La tranche qui est le plus insatisfait est entre 16 et 20 ans d'expérience ou bien 26 et plus. Il reste deux petits résultats en fonction du nombre de semestres enseignés en ligne avant la pandémie. Donc, on peut voir que la majorité presque 50% des participants n'avaient jamais enseigné en ligne avant la pandémie. Mais quand même, on peut voir que plus les enseignants, ont enseigné en ligne, plus ils sont satisfaits ou très satisfaits de leur relation. On peut penser que ceux qui avaient enseigné avant la pandémie en ligne avaient choisi ce mode de formation, donc étaient peut-être plus à l'aise de manière générale. Et finalement, au niveau du nombre de semestres enseignés après la pandémie, donc il y avait 2 choix, soit entre 1 et 3 semestres ou entre 3 et 5. Encore une fois, ça augmente plus ils ont d'expérience. Donc, c'est également positif de voir que plus on est à l'aise avec la technologie ou à l'enseignement en ligne, plus notre relation pédagogique augmente. Donc, ça, c'est pour les résultats du questionnaire.
Au niveau des entretiens, je n'ai pas tout mis les résultats aujourd'hui parce que je vais laisser beaucoup de place aussi aux questions. Mais sur les 5 personnes qui ont passé un entretien, 4 croient que la relation s'est appauvrie en ligne. Mais par contre, 100% la considèrent comme étant tout de même bonne. Les défis qui reviennent sont de connaître les aspirations, les motivations ou de simplement connaître les étudiants. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'il y avait dans le questionnaire. Autre défi, il y a peu de camaraderie en ligne, le manque de spontanéité et d'engagement des étudiants, le peu de moments externes au cours avant, après et les pauses. On peut voir qu'une des stratégies qui avait été proposée, c'est de créer ces moments-là de manière un peu moins spontanée, de les forcer un petit peu, mais que ça aide. Donc, l'absence de caméra, ça, je pense qu'on en a bien entendu parler pendant la pandémie, l'humour qui tombe à plat et l'attitude plus défaitiste de manière générale des étudiants. Ici, je vous ai mis une citation que je trouvais intéressante qui revient au fait de changer de rôle à distance. Donc, une enseignante disait quand je suis quand même assez proche avec mes étudiants, je n'ai pas vraiment un rôle d'autorité disciplinaire quand je suis en classe. C'est plutôt que je vais guider à apprendre. Je vais les laisser vraiment au centre de leurs apprentissages. Puis, j'essaie d'avoir beaucoup d'interactions avec eux, faire des jokes et en apprendre sur leur vie extérieure aussi. Donc, c'est vraiment une citation qui je trouvais, englobait beaucoup des stratégies qui avaient été nommées précédemment. Donc, au niveau de la discussion, ça ne sera pas très long. En fait, en bref, je m'étais posé plusieurs sous-objectifs. On peut voir que 92% des répondants au questionnaire croient que la distance affecte négativement la relation pédagogique. Donc, ça, je pense que c'est un résultat assez poignant. Donc, il faut travailler là-dessus, je pense, de manière générale pour que ça ne soit pas le cas dans les prochaines études. Encore une fois, c'est un peu biaisé par rapport au contexte, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce résultat-là. Les principaux obstacles sont de créer un contact en l'absence de visuel et d'impliquer les étudiants dans leurs cours. Je m'étais demandé aussi si les difficultés de la relation pédagogique étaient plus en lien avec l'établissement de la relation ou la conservation de celle-ci. Et il semble que c'est vraiment lié à l'établissement de la relation. Par exemple, j'avais plusieurs personnes qui m'ont mentionné les groupes pré-COVID, donc ceux qui avaient commencé en présentiel et qui ont été transférés en ligne. Il semble que ça a été beaucoup plus facile de maintenir la relation qui était déjà construite que de construire une nouvelle relation avec les nouveaux groupes par la suite. On peut voir que certains facteurs tels que l'âge, le niveau d'études, le poste occupé ou l'expérience semblent affecter la relation pédagogique. Encore une fois, il faudrait plus d'études approfondies avec plus de données pour vérifier tout ça. Mais c'est un début d'observation. Donc, les principales résistances à l'enseignement en ligne sont liées à l'engagement des étudiants et au manque de clarté de l'administration quant à ce type de formation. Donc, ça, c'est un point sur lequel les établissements peuvent travailler facilement. Les principales stratégies que j'ai nommées, je les ai mis en 3 catégories. Donc, tout d'abord, celle de l'ouverture. Il y a beaucoup de stratégies qui sont nommées qui viennent dire aux enseignants d'être plus ouverts, de parler plus d'eux, d'être vulnérables, de s'intéresser vraiment à l'autre. La présence également, donc beaucoup de stratégies en ligne qui disent d'être plus présent qu'en présentiel, d'être dans les canaux un peu partout, d'écrire plus de messages, de rappeler les communications. Et finalement, les stratégies en lien avec le partage, donc co-construire le cours avec les étudiants, leur donner des choix, les amener à avoir un rôle plus gros qu'en présentiel. Donc, par exemple, leur laisser prendre le contrôle du clavardage ou des tours de parole, etc. Et pour finir, plusieurs enseignants, à la fin de l'étude, il y avait une question là-dessus. Donc, la plupart des enseignants aspirent à un mode hybride pour le futur. Donc, on peut penser que c'est pas mal le cas pour tout le monde, je pense. Dans le milieu professionnel, les étudiants et les enseignants aspirent au meilleur des 2 mondes. Donc, en conclusion, comme je l'ai dit, le contexte a nettement influencé mes résultats, mais quand même, puisque j'ai attendu un petit moment, je pense que les résultats sont quand même pertinents dans le sens où on n'était pas dans la vague où ça venait d'arriver. Les enseignants avaient quand même pu avoir 3 à 5 semestres en ligne, donc avaient une différente attitude qu'au début. L'étude a permis d'identifier des résistances, des défis et des stratégies qui vont pouvoir alimenter la réflexion quant à la formation future des enseignants. Donc, c'est vraiment sur ce sujet-là que je souhaite faire mon doctorat, donc vraiment la formation des enseignants pour enseigner à distance ou en ligne. Il y a plusieurs limites à mon étude. Tout d'abord, très important de préciser, je n'avais pas de questions sur le nombre d'étudiants dans les salles de classe. Et ça m'a été beaucoup mentionné dans mes commentaires, donc si c'était à refaire, il y en aurait une.
parce que ça semble beaucoup affecter, en fait, la relation qu'on peut développer avec les étudiants. Si on a 5, 15 ou 300 étudiants, c'est très différent, donc à ajouter. Beaucoup de mes répondants venaient du milieu collégial privé, donc ça affecte aussi les résultats. Et au niveau de la sélection aux entretiens, comme j'avais dit, j'ai tenté de prendre des gens qui venaient de milieux différents, mais je n'ai pas observé les autres critères et j'aurais peut-être dû observer l'expérience parce que 4 sur 5 des participants à mon entretien avaient moins de 5 ans d'expérience. Donc, ça aurait été bien aussi d'avoir une variété à ce niveau-là. Donc, pour le futur, je pense que la recherche amène à repenser un petit peu comment on peut engager les étudiants, s'assurer de leur présence et de la qualité de l'enseignement en ligne. Donc, notamment parce que la relation pédagogique, au final, c'est essentiel pour l'apprentissage. Ça fait partie, sans la relation, il n'y a pas nécessairement de bon apprentissage pour les étudiants. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette recherche. Donc, j'ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vais être prête à répondre à vos questions. Si vous le souhaitez, commentaires, insultes. Insultes quand même. Alors, merci Julie pour cette présentation. Alors oui, c'est ce qui débute la période de questions. Je vous invite, je vois qu'il y a déjà des mains levées. Peut-être c'est agréable aussi, vous n'êtes pas obligé, mais si vous allumez votre caméra au moment où vous posez la question et n'oubliez pas d'enlever le petit mute sur votre micro. Donc, on pourrait commencer peut-être, là, je vois en haut de mon écran, j'ai Yves qui a la main levée. Peut-être Yves en premier. Oui, bonjour Julie, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. Merci de cette présentation. Un peu trop rapide, par contre, parce qu'il y a énormément d'informations. Puis, pour nous, là, ça passe énormément rapidement. Juste le fait d'absorber chaque constat, ça mériterait là, juste un peu plus de temps de présentation. Très, très rapide. J'ai bien hâte de voir votre document pour pouvoir revenir et y réfléchir. Si je comprends bien votre conclusion, votre mode, c'est le mode d'enseignement qui sera privilégié, c'est ma question, c'est le mode hybride, c'est ça? C'est ce que les répondants ont dit à la question à la fin, que dans leurs aspirations futures de retourner ou non, là, à ce moment-là, on était un peu aussi dans la fin, donc la plupart étaient encore en ligne. Donc, si on leur demandait est-ce que vous voulez rester en ligne ou revenir en présentiel, ben, la question c'était les deux. Je ne me verrais pas retourner à 100% en présentiel, mais je ne veux pas non plus rester en ligne pour toujours. C'était un peu le commentaire. Désolée pour la rapidité. Je sais que je parle vite. C'est la première fois que je le faisais, donc je vais m'améliorer d'une fois à l'autre. Si vous me permettez, et vous, en tant que doctorante, vous privilégiez quoi? C'est difficile à dire. Je pense que le mode hybride, c'est bien, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement possible pour tous les programmes. Je pense qu'il faut analyser les besoins puis voir dépendamment vraiment des différents programmes. Je pense qu'il y en a qui se font très bien 100% en ligne. Ça dépend des étudiants aussi. Puis il y en a d'autres qui se font moins bien en ligne, puis il y en a d'autres qui se font bien dans les deux. Mais je n'ai pas de réponse exacte là, à ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, au niveau de la vitesse, s'il y a des gens qui veulent revoir l'atelier d'aujourd'hui, ça va être disponible sur notre chaîne YouTube et aussi sur le site Internet du REFAD, donc www.refad.ca, dans une couple de jours. Là, me donner le temps de mettre tout ça en ligne. On a une autre question, Caroline Sigouin. Oui, bonjour, Caroline Sigouin, conseillère pédagogique à l'UQAM. Moi, je me demandais, j'espère que je n'ai pas manqué l'information, mais est-ce que tous les enseignants, enseignantes que vous avez sondés enseignaient à distance, mais en mode synchrone uniquement, ou s'il y avait une plus grande variété de modes, par exemple, asynchrone ou hybride, justement? Il n'y avait pas cette question-là. Donc, c'était vraiment, avez-vous déjà enseigné à distance, mais majoritairement, c'était synchrone, là, dû au contexte. Là. Puis si la vidéo sur YouTube, vous pouvez me mettre en ralenti, comme ça je vais parler moins vite. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont des questions dans la salle virtuelle? Des commentaires, des anecdotes, peut-être, ça vous a peut-être fait réfléchir à quelque chose que vous avez vécu là, en classe ou avec des étudiants? Ah, oui, bonjour Yves. Je vais voir que vous avez levé votre main à nouveau. Oui, maintenant, j'ai une autre question par rapport à vos constats, là, vos conclusions, en bref. Donc, vous dites
que les étudiants pré-COVID avaient eu une plus grande facilité lorsqu'ils se sont trouvés à distance. Est-ce que vous déduisez certaines conclusions? Donc, par le fait même, ils ont eu le temps d'approfondir une relation. Je suis en train de vous proposer une réponse, là, mais quel est votre constat? Ben, l'étude a été faite vraiment pour les enseignants. Les enseignants ont dû avoir plus de facilité à avoir une relation tout au long de la session quand ils avaient déjà vu les étudiants en présentiel avant. Moi, au niveau de ce que j'en pense, je pense que ça aide là, d'avoir déjà rencontré les étudiants, mais je pense aussi que c'est dû au fait de sauter dans le vide un petit peu. Au moins, ils connaissaient les étudiants, donc ça les a aidés. Mais je pense qu'à long terme, c'est pas nécessaire là, qu'il y ait des rencontres présentielles au début. Là. Je pense que c'est vraiment, ça les a un petit peu aidés parce que les étudiants les aidaient aussi là-dedans, là, dans ce changement-là, en les connaissant déjà, leur style Okay. Donc, d'enseignement. est-ce que ce serait une des conclusions de votre étude, donc d'essayer d'améliorer cette relation pédagogique avec l'enseignant, mais aussi une relation entre les étudiants avant une première séance? J'essaie de voir là, si on peut conclure ça aussi. Là. Je pense pas qu'on peut conclure ça de manière certaine, mais je pense que ça peut aider que les étudiants se connaissent entre eux et connaissent l'enseignant déjà, son style d'enseignement. C'est ce que les stratégies ont démontré. Là, moi, je me suis vraiment intéressée à ce niveau-là. Je n'ai pas conclu quelque chose par rapport à ça, mais ça semble être un avantage là, au niveau de construire une relation pédagogique. Merci. Oui, donc on a aussi Isabelle de l'UQAT avec nous pour une question. Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup, Julie, pour la présentation. C'est super intéressant. Puis, en fait, j'avais juste envie de partager que moi, je suis assez rassurée par votre réponse par rapport au mode d'enseignement. Tu sais, vous nous avez dit, je ne peux pas, en tant que doctorante, dire tel mode est mieux que tel autre mode. Vous avez dit ça dépend des programmes, ça dépend. Moi, je suis rassurée de vous entendre dire ça parce que une espèce de réponse unilatérale sur un mode à privilégier, moi, ça m'aurait beaucoup insécurisé. Fait que merci, votre réponse, elle m'a rassurée. Puis moi, ce que je retiens de ce que vous nous avez dit, c'est toute l'importance, effectivement, du relationnel. Puis je trouve que ça nous amène à se questionner sur, pour prendre celui-là, le mode asynchrone, où on entend beaucoup parler de formation autoportante, puis c'est super quand c'est autoportant. En même temps, là, on évacue la portion relationnelle. Donc, dans un mode asynchrone, quand on encadre des étudiants, de ramener cette importance-là de la relation puis de l'encadrement qui va bien au-delà que d'évaluer, de répondre ponctuellement à des questions. Fait que merci pour votre présentation aujourd'hui. Puis, en effet, je ne pense pas que c'est indissociable. Je pense qu'en mode asynchrone, il y a moyen de créer une relation quand même. Mais c'est plus difficile, je pense, pour l'enseignant. Il y a plus d'efforts à mettre de créer des espaces de discussion puis d'encourager ça. Puis ça dépend du type d'étudiant aussi. Il y a des gens qui veulent une formation autoportante pour ne pas avoir cet aspect-là. Ils cherchent, en fait, à ne pas avoir le relationnel. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment des besoins. Mais je pense que ça se fait de développer cet aspect-là quand même asynchrone, là. Il faut juste beaucoup d'énergie. On est d'accord. C'est tout à fait envisageable et à intégrer. Merci. Merci pour le commentaire. Il nous reste encore un petit peu de temps. Si jamais quelqu'un a une autre question, commentaire, anecdote. Oui, Yves. J'aurais une question par rapport à cette dernière réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un enseignant fait avec des étudiants qui ne veulent pas avoir de relation, justement, veulent rester à distance, ne veulent pas être impliqués, ne veulent pas avoir de contact, etc.? Ce serait quoi la solution? C'est difficile comme question. Je pense que ça dépend vraiment des types de formations. Là. Je pense que les formations autoportantes, ça correspond plus pour le milieu professionnel. Je veux faire quelque chose dans mon temps à moi tout seul. Là. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut laisser ça peut-être ainsi. Mais si c'est dans l'objectif de vouloir vraiment le relationnel, je pense que c'est important d'en parler dès le début là, de ce qu'on s'attend comme enseignant, comme au début du cours, où l'implication est nécessaire pour les étudiants, comment on peut s'impliquer, puis le cours, ça fait partie du cours, en fait, cet aspect-là relationnel pour apprendre. Si l'enseignant considère que c'est essentiel, il doit mettre l'énergie et impliquer les étudiants là-dedans, leur mentionner que ça fait partie du cours, ça
c'est dans leur contrat d'étudiants, en fait, de devoir écrire dans le forum, discuter, lancer des discussions. Je pense que c'est la seule façon que ça serait faisable, c'est d'être vraiment clair dès le début. Mais tout le monde pourrait donner une réponse à ça. Je pense que vous avez d'autres éléments que vous voulez rajouter. Là. Je sais pas. Je vois plein d'experts ici aussi. Là. Une fois, 2 fois, 3 fois, non? Ah, on a France qui veut intervenir avec nous. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Je travaille avec Julie depuis 2018. Donc, je fais partie du comité d'experts du ministère de l'Éducation du Québec depuis 2018 également. Et ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que Julie a produit, c'est vraiment intéressant parce que elle s'est intéressée à l'aspect psychologique de la relation entre l'enseignant et l'étudiant, parce que c'est supérieur. Donc, cette relation psychologique-là qu'on oublie parce qu'on est des humains. Donc, c'est beau utiliser le numérique, là, ça va super bien. Moi-même, j'enseigne en ligne depuis 2014, mais cet aspect-là n'avait pas été cherché. C'est important, cette relation-là, parce qu'avant d'enseigner un contenu, il faut être capable de rentrer en relation avec l'être humain. Donc, c'est ça qui fait que c'est différent de son mémoire. Ça nous amène à réfléchir davantage à cette relation-là qui est possible. C'est très bien. Moi, depuis 2014, j'ai des super bonnes évaluations, je suis en relation, je vois même plus l'écran devant moi quand j'en fais. Donc, ça n'avait pas été cherché, puis elle veut continuer au niveau du doctorat à se pencher sur la relation humaine. Donc, oui, on a les outils, mais l'humain, il est important au niveau de l'apprentissage. Effectivement. On a des gens qui inscrivent des questions dans le chat et aussi des compléments d'information, commentaires. On a entre autres quelqu'un qui a ajouté « Il faut aussi respecter le style des élèves. S'ils s'impliquent sans avoir une relation, participent autrement. » On a aussi une question ici. Les enseignants ont indiqué qu'un défi était d'apprendre les noms des apprenants. Est-ce que vous pouvez expliquer dans quel sens, étant donné que dans la plupart des systèmes, les noms des apprenants sont indiqués? Oui, bien, j'ai pas de. Dans les commentaires, je peux dire les commentaires que j'ai eus par rapport à cette question-là. C'est souvent dans les grands groupes, mais ça, c'est sûr que même en présentiel, je pense que c'est un défi d'apprendre les noms. Mais sinon, c'est d'associer les noms avec la personne. Ce qui, en présentiel, se fait rapidement. En 2-3 cours, normalement, on est capable de voir que Yves, c'est Yves, puis France, c'est France avec le visage. Mais en visuel, si on n'a pas le visuel, premièrement, et deuxièmement, c'est ça, d'associer vraiment le nom avec le visage, l'aspect humain, en fait, de connecter les deux. Puis, en effet, il y a beaucoup de stratégies pour la deuxième question, là, respecter le style des élèves. Il y avait beaucoup de stratégies qui revenaient aussi à laisser plus de place en ligne à ces élèves-là qui participent, mais pas nécessairement oralement ou avec beaucoup d'entrain, comme on s'attend de la participation. En ligne, on a cet aspect-là qu'on peut aller les chercher en laissant des pauses, ce que je ne fais pas moi quand je parle, mais des pauses, du temps pour écrire dans le clavardage, etc. Donc, on va le faire plus en fait qu'en présentiel. C'est quelque chose qui se travaille et de les laisser répondre aux questions, là, sans nécessairement prendre les premières mains levées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les écrire aussi dans le chat si jamais vous préférez y aller ainsi. Moi, j'ai peut-être une question, Julie. Je me demandais justement dans toutes les études, est-ce qu'il y a des gens qui ont indiqué qu'ils préféraient, eux, quand ils sont en mode en ligne, justement, ne pas avoir à intervenir dans certains cas? Est-ce qu'il y a des étudiants qui peut-être vont apprendre mieux quand ils n'ont pas à... Ils vont chercher peut-être quelque part un refuge dans ce type d'études en ligne-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as croisé sur ton chemin dans tes études? Bien, au niveau de mon mémoire, non, mais récemment, oui. Je dirais, au niveau de la distance transactionnelle, là, j'ai beaucoup lu là-dessus. Puis en effet, il y a vraiment des étudiants qui recherchent ça, là, qui recherchent à avoir le moins possible de relations dans leur programme. Là. Le but, c'est vraiment d'apprendre le contenu, puis d'arriver rapidement sur le marché du travail ou en tout cas d'avoir leur formation clé en main. Là. On en voit de plus en plus, là, juste avec, par exemple, LinkedIn Learning, il y en a plein, où cet aspect-là n'est pas nécessairement mis à l'avant.
Après, je pense qu'au niveau, tu sais, mon étude était surtout pas secondaire, mais surtout collégiale. Donc, c'est sûr que l'aspect relationnel au collégial est très important, je pense, là, et ne doit pas être mis de côté au profit de ce genre de formation-là, je pense, là. Mais ça peut complémenter. Des formations comme ça peuvent complémenter ou être un plus. Merci. On a d'ailleurs quelqu'un qui a commenté « Apprendre mieux et chercher un refuge, ce sont deux intentions différentes. » Effectivement. Merci pour le commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter quelque chose à cette séance d'aujourd'hui? Donc, s'il n'y a pas personne d'autre, vous avez encore quelques petites secondes, je profite pour mentionner que le relationnel avec un chat GPT versus humain. Ce fameux GPT. Ben, c'est un chat prédictif, hein, donc je pense pas que l'aspect humain est très présent, mais je regardais récemment une vidéo qui montrait qu'on pouvait tomber en amour avec ce genre de chatbot. Donc, j'imagine qu'il pourrait avoir une relation éventuelle avec, mais je suis loin d'être une experte à ce niveau-là. Mais ça pourrait peut-être développer une relation pédagogique quelconque. Ça pourrait être le sujet d'un prochain atelier, peut-être. On va noter ça. Oui. France, la main levée. Moi, je me permets de relancer cette question-là à un de nos collègues qui s'intéresse beaucoup à la matière, Monsieur Yves. Oui, il s'intéresse vraiment. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, c'est parce que dans la présentation, tu mets l'accent sur la relation pédagogique. C'est que ChatGPT, c'est un outil, c'est une grosse calculatrice sémantique. Elle n'est pas consciente, elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de sentiment. Tu ne peux pas te construire une relation pédagogique avec un outil. Par contre, l'enseignant et l'étudiant peuvent utiliser cet outil-là dans leur relation, ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il y aurait de quoi faire un doctorat peut-être là-dessus. Peut-être que je vais m'engager avec toi à faire un doctorat, peut-être, je ne sais pas, c'est un bon sujet. Oui. Il y a plusieurs éléments intéressants par rapport à ça, là. Mais en effet, je pense que les gens qui, en tout cas dans les vidéos, je voyais où ils développaient une relation avec des chatbots comme ça, c'est à sens unique, là. Donc, ça ne peut pas équivaloir à une relation pédagogique qui est clairement dans un triangle, donc d'un bord à l'autre. Oui, effectivement, c'était justement le commentaire de Marie-Claude Vigneault ici avec nous, le côté sens unique. On a aussi Elisabeth qui mentionne exact, le prof peut amener un peu plus loin l'étudiant versus le chat GPT, répond seulement aux questions de l'étudiant. Donc, ça sonne très bien. Est-ce que vous avez un autre commentaire? Il y a une question par rapport aux outils technologiques. Bien, quand le mémoire va être publié, il y en a plusieurs. Là. Moi, j'ai mis certaines stratégies dans ma présentation, mais il y a plusieurs personnes qui avaient nommé là, vraiment des outils pour encourager la relation ou qui utilisent, par exemple, des diapositives avec des GIFs, avec 12 GIFs avec des émotions pour demander aux étudiants, vous vous sentez comment aujourd'hui parmi ces émotions-là? Donc, il y a plusieurs outils là, qui ont été nommés qui sont super intéressants. Mais par contre, ils ne sont pas dedans la présentation, mais sont décrits. Ils sont dans la mémoire, je veux dire, mais sont décrits. Donc, vous pouvez vous inspirer là, de ça. Mais... Super. Je vais me prendre le petit moment pour mentionner que j'ai mis un petit peu plus haut. Je vais le repartager, puis ça commence à être haut, le lien pour le sondage. En vous remerciant d'aller prendre un petit temps pour y répondre. C'est toujours apprécié. Je viens de le remettre là, dans le chat. Donc, c'est le dernier instant. Si vous avez un petit... voyons donc. France, c'est à vous. Je vous donne la parole. Moi, je me permets publiquement aujourd'hui de féliciter Julie parce que j'ai la chance de travailler avec une excellente étudiante depuis des années qui a fini avec une note presque parfaite, son mémoire. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Quand on évalue, on n'est pas juste la direction à évaluer, il y a un comité même externe. Donc, Julie, merci de m'avoir fait confiance. Merci de travailler avec moi depuis X nombre d'années. Puis, je suis très fière de toi. Je suis surtout fière aujourd'hui que ça a été la première fois que tu as pu partager les résultats de ta recherche. Puis, en passant, pour ceux et celles qui ne savent pas, ça a demandé un très gros travail à Julie parce qu'elle était partie, elle avait débuté, mais la pandémie est venue revoir la structure parce que là, c'était plus juste les innovateurs qui travaillaient avec le numérique. Donc, elle a dû restructurer, recadrer son projet de recherche. Puis malgré tout,
Elle n'a pas terminé en retard. Elle a rencontré ses échéanciers. Ça a super bien été. Alors, merci à toi, Julie, puis bravo pour ce travail. Merci beaucoup, France, pour toute ton aide et Félicitations. ton support. Félicitations, Julie. Je t'invite à regarder dans le chat, tu as plein de monde qui t'envoie des bravos, des félicitations. Excellent travail. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à l'atelier. Puis, comme je vous disais, vous pouvez aller le voir puis le réécouter en 1.5 au ralenti. Ça devrait être parfait pour pouvoir suivre. Puis sinon, les résultats, je vais publier aussi un petit résumé là, avec les principales stratégies prochainement là, avec le CRIF. Super. Donc, c'est, je crois, pas mal la conclusion. Dernière chance s'il y a une question. S'il n'y en a pas d'autres, je vais faire mes petits messages du mot de la fin. Des applaudissements, non? OK, bon, super. Donc, les petits messages, je voulais juste vous remercier, vous, en tant que participants, d'avoir été présents aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à nos présentatrices, surtout à Julie, mais on avait aussi France qui était avec nous. Félicitations encore là, pour tout ce ton beau travail. Et je profite de l'occasion, pendant que vous êtes là, pour mentionner que les prochains ateliers, il y en a d'autres, ça s'en vient. Le prochain. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle. Je ne vois pas, je vais mettre mon écran. J'ai entendu un bruit. Oui, allô? Ah, OK. Bon, ça doit être juste un micro. Donc, ce que j'allais dire, c'est que le prochain atelier est le 23 mars. Le thème sera « Concilier l'enseignement à distance et l'enjeu climatique pour un usage raisonné aux technologies éducatives ». Il est encore temps de vous inscrire, évidemment, en allant au www.refad.ca. Et tant qu'à être sur le www.refad.ca, allez voir la section « Grand rassemblement ». C'est notre grand événement annuel là, qui s'en vient du 17 au 19 mai. Il aura lieu au campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta. Mais vous pouvez aussi vous inscrire pour y assister en ligne. Donc, d'ailleurs, si vous avez envie de présenter, d'être quelqu'un qui donne un atelier, une conférence, on accepte les propositions encore jusqu'au 24 mars. Donc, tout se trouve, toute l'information sur le site web refad.ca. De là, vous suivez le petit lien vers Grand Rassemblement. Vous allez avoir tous les détails. Donc, sur ce, c'est ce qui met fin vraiment officiellement à notre atelier d'aujourd'hui. Je vous remercie encore. Et il y a faire un petit tour vite s'il y a des nouveaux messages, questions. On a Lise qui a partagé des liens dans le chat pour l'événement, le Grand Rassemblement. On a un site même dédié. Et le lien aussi vers les autres activités. Vous avez tout cela. Vous pouvez vous inscrire là. Donc, sur ce, je vois qu'il y a des merci. Donc, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Certains qui sont au Québec, l'heure du dîner qui se termine. Pour d'autres, plus dans l'Ouest, ça débute. Donc, je vous dis à la prochaine, comme on dit. Merci. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir.